7h38 sur la première, mars 2011, le Japon, dévasté par un tsunami sans précédent qui provoque l'un des plus graves accidents de l'histoire nucléaire. Bien sûr, on veut parler de celui de Fukushima. Depuis lors, un homme, parmi d'autres, a suivi de très près les développements énergétiques du pays du soleil levant, sorti du nucléaire, le Japon, en quelques mois à peine. Cet homme, c'est Hans-Björn Pudgen. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous faites le plaisir d'être notre invité ce matin, directeur de l'Energy Center de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous venez de rentrer de votre 3e voyage au Japon. Vous accompagnez cette fois une délégation de l'Office fédéral de l'énergie, c'est juste ? C'est tout à fait juste, absolument. Alors, des séjours destinés évidemment à voir comment le Japon se débrouille sans nucléaire, puisque à terme aussi, dans quelques décennies, c'est ce qui attend la Suisse. Je disais, se débrouille sans nucléaire, sauf qu'on vient de l'apprendre, vous l'avez vu dimanche soir, on a redémarré 1 puis 2 nucléaires, notamment réacteurs nucléaires, notamment le réacteur 3 de la centrale d'Oi, c'est à l'ouest du Japon, moment symbolique, il y a eu quelques manifestations. Pourquoi ce redémarrage ? Ça veut dire qu'on peut finalement pas se passer de nucléaire au Japon ? Alors, il faut savoir que le Japon, contrairement à la Suisse, la consommation de pointe d'électricité a lieu en été et pas en hiver, tout simplement pour des questions d'air conditionné. Donc l'été passé, certainement, a été difficile, mais a été moins traumatique au point de vue consommation, puisque la population a accepté beaucoup de sacrifices et beaucoup de changements dans sa façon de faire. Les industries ont travaillé samedi, dimanche, etc. Mais l'unanimité dit que ce genre de sacrifice ne pourra pas être possible de nouveau en 2012. Donc le vrai challenge que le Japon a, c'est la pointe durant l'été, et cette pointe a lieu traditionnellement entre le 2 juillet et le 26 septembre. Donc le redémarrage de cette centrale le 2 juillet n'est pas anodin. C'était dans la compagnie électrique qui s'appelle KEPCO Electric Power et qui avait grandement besoin de ceci, sinon elle aurait été dans une marge de production qui était en fait négative. Ça veut dire que les sacrifices auxquels on a consenti en 2011, on voulait pas les refaire en 2012 ? Non, parce qu'en fait, on s'est aperçu que, par exemple, lorsqu'on a demandé aux usines de fabrication de voitures, électroniques, industrie lourde de travailler samedi, dimanche, ceci posait des problèmes très sérieux au point de vue familial, bien sûr, au point de vue accueil des enfants et autres. Et donc, l'opinion publique était que ceci ne serait pas possible de nouveau, parce qu'il faut savoir que ces demandes de réduction de consommation étaient volontaires et pas réglementaires, et on ne pensait pas que la population accepterait ceci de nouveau. Ça veut dire que d'autres réacteurs sont appelés à redémarrer les prochaines semaines ou les prochains mois ? Il est tout à fait possible que d'autres, effectivement, doivent être relancés à nouveau. Il faut savoir que dans plusieurs sites aujourd'hui au Japon, on est en train de construire des murs pour se protéger de tsunamis potentiels futurs, notamment sur un site où il y a 5 réacteurs sur un même site. On est en train de construire, on peut regarder ceci sur l'Internet, une digue qui fait 1,6 km de long et 18 mètres de haut pour se protéger contre d'autres tsunamis, pour pouvoir redémarrer certains de ces réacteurs, probablement d'ici 1 an ou 2. Bon, vous avez dit, les Japonais ont dû faire beaucoup de sacrifices volontaires, ne plus avoir de climatisation, quasiment venir travailler en short pour avoir moins chaud. Non, mais ça allait jusque-là. Bon, est-ce qu'on peut pas faire des comparaisons entre le Japon et la Suisse, Hans-Björn Pudgen ? Alors, je dirais, pour revenir sur votre remarque, la plus grande différence qu'on voit tous les jours au Japon, c'est que les gens ne portent plus de cravate. Notamment dans cet effort de participer un peu. Ce qui n'est pas grave, fondamentalement. Et la plupart de mes collègues diront que c'est une bonne chose. Moi, je suis né avec une cravate. Vous êtes venu avec une cravate ce matin. Moi, je suis né avec, on me dit, mais sinon, c'est agréable pour beaucoup de gens. Alors, la comparaison est à la fois facile et difficile. Première vérité, bien sûr, le Japon est une île, donc il n'est pas question d'importer de l'énergie électrique. D'ailleurs, comme on pourrait le faire, peut-être essentiellement en Suisse, le Japon, en fait, est moins nucléaire que la Suisse. Il se trouve que l'été 2010, la production nucléaire japonaise était moins de 20%. On est à 40% en Suisse, donc beaucoup plus dépendant aujourd'hui là-dessus. La Suisse est surtout une société aujourd'hui de services, alors que le Japon est une grande société de fabrication lourde, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. Et l'autre très grande différence, c'est que le Japon, il y a 10 compagnies électriques dont l'actionnariat est très largement distribué parmi des petits épargnants, alors qu'en Suisse, on a 850 compagnies électriques, mais qui sont essentiellement en main de communes et de cantons. Donc la structure même de cette industrie est très différente au Japon qu'elle ne l'est en Suisse. Question de structure, question aussi de temps, mais en Suisse, on se dit qu'on a plus de temps pour sortir du nucléaire. Le Japon a dû faire ça tout de suite, en quelques heures, en quelques jours, même s'il y revient via 2 réacteurs depuis quelques jours. Nous, on a encore 20 ou 30 ans.
Alors, on a encore 20 et 30 ans, mais pas tout à fait, parce qu'il est quand même question d'arrêter Betznau 1 et 2 et Mühleberg à l'horizon 2020, ce qui est dans le domaine énergétique demain. Les deux autres qui sont plus grandes, on va les arrêter avant 2035. Donc, on a un peu plus de temps devant nous, mais avec un défi qui est plus gros, puisque nous, c'est 40% de notre approvisionnement électrique, alors qu'au Japon, ce n'était que de l'ordre de 20%. Par contre, je crois, il y a un aspect qui m'a beaucoup frappé les 2 dernières fois que je suis allé au Japon, depuis le début de l'année. On a fait un énorme effort pour informer la population au sens large du terme, par des émissions à la télévision. Vous pouvez regarder sur l'Internet la consommation, par des brochures qui ont été distribuées. Les compagnies électriques sont allées visiter tous les commerces, ont écrit les commerces, ont contacté les grandes industries. Donc il y a un effort énorme d'information dont la Suisse pourrait probablement s'inspirer également. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors justement, c'est vrai, vous avez parfaitement raison de mettre le doigt là-dessus. On a quelques spécialistes dont vous êtes, mais c'est vrai qu'on ne sait pas très bien ce qu'on consomme, quand, comment, pourquoi, à qui on l'achète, à qui on le revend. Tout ça est assez nébuleux. Par quoi est-ce qu'on devrait commencer alors? Alors, ça fait depuis un certain temps que je dis qu'il faudrait que nous ayons des indicateurs relativement simples dans le domaine de l'énergie. Par exemple, dans l'économie, la population comprend ce que c'est que le chômage, les taux d'intérêt, comment est-ce qu'il faut influencer ceci. C'est pas du tout le cas dans le domaine de l'énergie. Et des gens comme moi sommes un peu coupables parce qu'on aime bien un peu rendre le sujet plus difficile qu'il ne l'est réellement. Alors, merci de faire simple ce matin. Jusque-là, ça va. Merci. Donc, il faudrait avoir des indicateurs très simples que l'on puisse publier pour la population. Et après, qu'il y ait, je prône ce que j'ai dit, une espèce de commission de l'énergie qui dicte, voilà ce qu'il faudrait faire pour corriger ces indicateurs au fur et à mesure. Ma grande crainte, c'est qu'en fixant un horizon à 2050, c'est tellement loin que la population ne va pas vraiment prendre ce défi à bras-le-corps. Il faudrait avoir des défis plus proches et que l'on puisse dire à la population, oui, on progresse, non, on progresse pas, on va un peu corriger ceci ou cela. Et ça manque totalement à l'heure actuelle.